Bien, nous allons donc continuer sur les croyances de base typiques. Donc, les croyances de base, je vous rappelle, c'est donc ces croyances qui sont en mémoire à long terme pour Beck et pour les cognitivistes, qui nous aident à interpréter le monde. Certaines de ces croyances sont assez néfastes pour l'individu. On peut en identifier des croyances typiques dans les pathologies qui sont des croyances sur soi. Donc, des croyances sont inconditionnelles, je vous le rappelle, un peu sur le modèle de ce qu'on pourrait appeler de ce qu'on avait appelé, excusez-moi, les stimulus inconditionnels. Elles ne dépendent pas de l'environnement, elles ne dépendent pas des conditions. Donc, par exemple, un schéma négatif sur soi ne va pas dépendre de ce que vit la personne. Je suis prix Nobel de physique nucléaire, mais c'est pas grave, je vais continuer à avoir comme schéma le fait que je suis un idiot, puisque ce schéma, cette croyance de base est strictement inconditionnelle. Donc, vous avez des croyances sur soi, d'impuissance, je suis vulnérable, faible, inférieur, de non-aimabilité, je suis là, je suis pas désirable, personne ne peut m'aimer, d'imperfection, nul, méchant, je mérite pas de vivre. Des schémas aussi qui sont sur les autres, avec une perception dichotomique des autres. Soit ils sont manipulateurs dangereux, méchants, voilà, ils vont abuser de moi, soit exagérément positifs, les autres sont bien supérieurs à moi, ils sont très aimables, ils sont valables, pas comme moi, sous-entendu. Des schémas sur le monde, de manière globale, le monde est dangereux, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, il est strictement incontrôlable. Donc ces schémas, ces croyances de base vont orienter en fait nos pensées. Et à partir d'une même situation, donc rappelez-vous le tableau qu'on avait vu ABC, donc une même situation A. Donc là, en l'occurrence, vous avez une illustration avec un chat et un chien. Donc A, les maîtres de ces animaux domestiques leur donnent à manger, leur donnent à boire, les nourrissent, etc., etc., leur offrent des jolis colliers. Et en fonction en fait des croyances de base de chacun de ces animaux, bah, les cognitions vont être très différentes, comme vous pouvez le constater. Et donc évidemment, le comportement du chat et du chien vont être différents. Donc c'est une illustration un peu idiote, mais c'est juste pour illustrer. Vous avez ensuite des croyances intermédiaires. Alors ces croyances intermédiaires, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est assez logique. Vous avez donc les croyances de base qui sont des croyances inconditionnelles. Et vous avez des croyances intermédiaires qui vont être le lien entre ces croyances de base et les stratégies pour faire face, les stratégies de coping des patients, qui vont être des hypothèses conditionnelles qui vont relier les comportements et les croyances de base sur la formule si, alors. Donc si je ne suis pas le meilleur dans tout ce que je fais, je suis un gros nul, par exemple. Donc vous imaginez que la stratégie de coping de ce patient va être pour ne pas paraître comme nul, bah d'être le meilleur d'essayer d'être le meilleur partout. Les règles, les attitudes et les valeurs sont des hypothèses conditionnelles formulées différemment. Pour être aimé, il faut que je ne dois rien révéler de moi, etc., etc. Du coup, vous avez des coping, des stratégies typiques des patients avec ces schémas, avec un certain nombre de schémas négatifs qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, qui sont en gros des extrêmes entre l'évitement émotionnel et l'hyper-expression émotionnelle, le fait d'essayer d'être parfait et d'essayer d'apparaître incompétent, éviter, rechercher les responsabilités, évitement de l'intimité, intimité inappropriée, évitement des conflits, recherche de conflits, etc., etc. Agir comme un enfant, être autoritaire, faire plaisir aux autres, être égoïste, etc. Alors, le modèle cognitif complet, donc il y a une situation, voilà, je lis un livre, une phrase m'échappe, les pensées automatiques, j'y arriverai jamais, les émotions, la tristesse, comportement, j'arrête de travailler, et ça peut correspondre, vous voyez, à une croyance de base, je suis idiot. Bon voilà, comme je suis idiot, il y a une phrase qui m'échappe, j'imagine pas que le livre est mal écrit, par exemple, j'imagine tout de suite que bah, forcément le livre est bien écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais par contre, comme je suis idiot, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la phrase. Et donc la pensée
automatique va dire: «J'y arriverai jamais parce que je suis trop bête». Donc voilà, les opinions de ce genre de croyance, ça va être: «C'est terrible d'être incompétent», les règles: «Je dois travailler le plus possible», la tâche: «Si je travaille au maximum, je serai capable de réaliser des choses que les gens font facilement». Donc pour me mettre à niveau, donc voilà, il faut que je sois vraiment hyper performant pour être à peu près comme les autres, et vous aboutissez à des pensées automatiques comme ça, et donc des comportements que vous pouvez comprendre. Là, en l'occurrence, la personne a choisi l'évitement: «J'arrête de travailler parce que je suis complètement découragé». Bon, ça, on pourra y revenir. C'est la même chose, mais vu différemment. Des expériences de l'enfance qui vont déterminer des schémas de base, qui est une croyance centrale sur soi, par exemple. Des croyances, des règles qui vont aider à faire face à ce schéma, mais qui ont des contreparties négatives, et des stratégies compensatoires qui vont être déclinées, vous voyez, avec les situations 1, 2, 3 qu'on peut demander aux patients de repérer. Alors, la présentation de thérapie, on ne va pas la faire. Parce que c'est pas le but d'aujourd'hui. Par contre, on va voir quelque chose d'intéressant qui est les thérapies intégratives sur notamment les troubles de personnalité. Donc, Albert Ellis et Beck ont développé les TCC dans la dépression et les troubles anxieux, et vu l'efficacité, ben, certaines personnes ont eu l'idée de réaliser le même type de thérapie, adaptée évidemment à des troubles de personnalité qui étaient au début des contre-indications. Alors la personnalité, donc voilà, vous avez une définition de Cotreau et Blackburn qui est écrite ainsi. Donc c'est une intégration stable d'un ensemble de comportements, d'émotions, de cognition, avec des modes de réaction émotives, cognitives et comportementales à l'environnement qui seront caractéristiques de l'individu, qui seront stables en fonction des situations en fait. Donc il y a des composantes de la personnalité, donc ça c'est important. Vous avez le tempérament qui est supposé être la partie héritable, génétique, plus biologique de la personnalité. Vous avez le caractère qui est lié à l'environnement, à l'apprentissage, donc la partie plus apprentissage de la de la personnalité, et les deux vont constituer la personnalité de la personne. Dans une situation donnée, vous avez une réponse physiologique, émotionnelle, cognitive et comportementale qui va dépendre en fait de cette personnalité, qui va être le trait, et donc en fonction de la situation, vous allez voir apparaître les états. Alors, il y a une approche catégorielle de la personnalité qui est celle souvent privilégiée en psychiatrie. Donc, on définit une sorte de noyau dur d'une personnalité pathologique, et on voit si la personne se rapproche en fait de ce noyau dur de personnalité pathologique, paranoïaque, histrionique, etc., etc. Vous avez une approche dimensionnelle qui est plus en vogue actuellement, avec l'idée que la personnalité se définit par des traits, des dimensions qui vont varier pour chaque individu. Donc on peut être plus ou moins ouvert à l'expérience nouvelle, plus ou moins extraverti, plus ou moins agréable, plus ou moins prompt à être anxieux, plus ou moins consciencieux. Donc là, voilà, vous avez des exemples avec le Big Five, donc où on a déterminé des dimensions qui peuvent varier. Vous avez des jolis graphiques. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est sans doute plus proche de la réalité. Et donc, en TCC, la thérapie des schémas essaye de traiter avec les outils de la TCC les personnalités. Alors, les schémas, c'est en fait une conception très proche des croyances de base de Beck. Donc, Jung, qui a vraiment développé ce modèle-là, détermine en fait des schémas précoces inadaptés qui c'est des modèles, des thèmes envahissants qui concernent soi-même et les relations avec les autres. Donc vraiment vous retrouvez ce que disait Beck, évidemment. C'est constitué au cours de l'enfance, de l'adolescence, par la confrontation entre le tempérament de la personne et les contraintes de l'environnement. Donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est enrichi tout au long de la vue, c'est dysfonctionnel de manière significative, c'est constitué de souvenirs, d'émotions, de cognitions et de sensations corporelles également, quand ça s'est constitué très tôt. Il faudra traiter tout ça dans la thérapie. Alors, la constitution des schémas inadaptés, alors ça peut être par la frustration de besoins. Par exemple, la frustration des besoins de stabilité, de compréhension ou d'amour qui contribuent à former des schémas tels que le manque affectif, l'abandon, instabilité. Les traumatismes ou la victimisation,
Donc l'enfant est victime et maltraité, il développera des schémas de méfiance et d'abus, d'imperfection. Donc méfiance et abus, on comprend, hein, je me méfie des autres puisqu'ils ont abusé de moi. Imperfection, c'est lié au fait que le traumatisé enfant va penser que il est impuissant. Et donc voilà, il est imparfait puisqu'il ne peut pas contrôler son environnement et il a honte de ça puisqu'il ne peut rien faire. Donc peur, danger, etc. L'excès de satisfaction et l'excès pardon de satisfaction et de besoin, donc ça peut paraître paradoxal, mais s'il y a un excès de bonnes choses, comme dit Jung, un enfant trop gâté, choyé, eh ben, il ne verra pas ses besoins d'autonomie, limite comblés. Il pourra développer des schémas dysfonctionnels de dépendance, incompétence ou de droit personnel exagéré ou de sensation de grandeur. Ensuite, on a une internalisation ou une identification sélective à des personnes importantes. Donc, l'enfant violenté par le parent s'identifie à ce parent, internalise ses pensées, ses émotions, ses comportements et sera lui-même un adulte violent, par exemple. Donc, le tempérament détermine en partie la façon dont un individu va procéder à l'identification et à l'internalisation des caractéristiques des personnes proches. Donc, si le tempérament est trop éloigné en fait euh, du parent, bah, il ne va pas y avoir évidemment la même identification. Alors pour Jung, les besoins fondamentaux sont la sécurité, la stabilité, l'éducation attentive et l'acceptation, l'autonomie, la compétence et le sens d'identité, la liberté d'exprimer ses besoins et ses émotions, la spontanéité, le jeu, les limites et l'autocontrôle. Donc ces besoins sont censés être universels et s'ils sont comblés, vous avez un adulte sain. Donc s'ils ne sont pas comblés, ben, vous avez des problèmes. Donc le tempérament est important. Donc Jung propose 7 dimensions hypothétiques pour le tempérament qui vont d'extrême à l'autre: émotif à réactif, dysthymique, optimiste, anxieux, calme, obsessionnel, distractif, passif, agressif, irritable, jovial, timide, social. Donc, hop, euh, à partir de ces schémas, il va y avoir des stratégies d'adaptation. C'est-à-dire que la personne a des schémas, donc toujours pareil, inconditionnels, et donc la personne va avoir le choix entre se soumettre à ces schémas, l'évitement des schémas ou leur compensation des schémas. Donc l'individu va plutôt éviter, plutôt se soumettre ou plutôt compenser ces schémas. Le but, c'est qu'il va rendre ces schémas supportables au niveau émotionnel, mais par contre, ça va pérenniser d'une manière générale le schéma. Donc, l'enfant qui cherche des partenaires critiques se soumet à son schéma: je suis mauvais, je mérite les critiques. Celui qui considère ne pas pouvoir supporter la souffrance émotionnelle du schéma va plutôt éviter les relations intimes. Et celui qui se comporte avec supériorité va en fait compenser le schéma. Donc vous avez la génétique, l'éducation et la culture, vous avez les besoins fondamentaux, la constitution en fait des schémas par la frustration toxique des besoins, etc. Les schémas vont se constituer, les stratégies de soumission, d'évitement et de compensation qui vont renforcer le schéma. Et donc vous avez différents schémas inadaptés que nous verrons un petit peu plus tard.